Les lance-flammes de la Seconde Guerre mondiale survivaient en moyenne 4 minutes après le début des combats. Ce n'est ni une métaphore, ni une exagération. Ce sont les statistiques froides de la bataille d'Iwo Jima, où seuls 8 lance-flammes sur 100 ont survécu. Ils n'ont pas laissé de testament ni écrit de longues lettres à leurs proches. Ils ont simplement attaché 32 kg de napalm sur leur dos, sachant qu'ils seraient la cible numéro 1 de tous les soldats ennemis dans un rayon d'1 kilomètre. Les tireurs d'élite japonais recevaient une triple solde pour avoir tué un lance-flamme. Les artilleurs allemands déployaient des batteries entières contre un seul soldat ennemi équipé d'un char sur le dos. Mais le plus effrayant dans cette histoire, c'est que le nombre de volontaires ne diminuait jamais. Dans chaque unité, des hommes étaient prêts à sacrifier leur vie pour avoir la chance de brûler un bunker ennemi. Cette histoire montre comment la guerre transforme le sacrifice de soi en une spécialité militaire. Elle montre également le prix incroyablement horrible que l'humanité paie pour l'efficacité sur le champ de bataille. La Première Guerre mondiale a laissé un héritage terrible. À travers l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, le territoire était truffé de millions de bunkers, de casemates et de positions fortifiées. La ligne Maginot française, le mur occidental allemand, la ligne Staline soviétique. Le continent était devenu une gigantesque forteresse. Les stratèges militaires de tous les pays se préparaient à une nouvelle guerre de position dans laquelle le vainqueur serait celui qui délogerait l'ennemi de ses terriers de béton. Mais alors que l'Europe savait au moins à quoi s'attendre, l'océan Pacifique réservait une terrible surprise aux Américains. Chaque île capturée par les Japonais était transformée en un labyrinthe souterrain. À Iwo Jima, les ingénieurs japonais ont créé 18 km de tunnels reliant 1500 positions fortifiées. Guadalcanal, Tarawa, Peleliu, chaque parcelle de terre devenait une forteresse imprenable. Les méthodes de guerre traditionnelles se sont révélées impuissantes. Les obus d'artillerie rebondissaient sur la couche de béton corallien épaisse d'1 mètre comme des poids sur un mur. Les bombes aériennes secouaient le sol, mais les Japonais, dans leurs catacombes, ne remarquaient même pas les raids. L'infanterie subissait des pertes monstrueuses en essayant de chasser l'ennemi de ses casemates à coups de grenades et de baïonnettes. Sur l'atoll de Tarawa, les Marines perdirent 3000 hommes en 3 jours pour s'emparer d'une île plus petite que Central Park à New York. Ils avaient besoin d'une arme capable d'atteindre l'ennemi dans les terriers les plus profonds. L'histoire du lance-flamme a commencé bien avant la Seconde Guerre mondiale. Les Byzantins avaient l'habitude d'asperger leurs ennemis de feu grégeois, mais le lance-flamme moderne est né dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. En 1915, près du village français de Malancourt, les Flammenwerfer allemands ont pour la première fois déversé des jets de liquide enflammé sur les tranchées britanniques. L'effet fut stupéfiant. Les Britanniques s'enfuirent dans la panique, abandonnant leur position. Mais les premiers lance-flammes présentaient des défauts fatals. Le Großflammenwerfer allemand pesait autant qu'une petite moto et nécessitait un équipage de 3 personnes. 2 pour transporter l'appareil et 1 pour actionner la buse. Tout ce cortège se déplaçait à une vitesse d'escargot, ce qui en faisait une cible idéale pour n'importe quel tireur embusqué. Le Klein Flammenwerfer était plus léger, mais il ne disposait que d'une quantité de carburant suffisante pour 10 au tir court, après quoi le manchon d'allumage devait être changé manuellement. Entre les deux guerres, tout le monde a expérimenté les lance-flammes, mais personne n'a obtenu de succès particulier.
Les ingénieurs soviétiques ont créé le lance-flammes à dos R-Okusin, qui a brûlé son opérateur lors des essais. Le jet de liquide enflammé ne se déplaçait pas vers l'avant, mais jaillissait en arc de cercle. Les Américains ont essayé de monter des lance-flammes sur des jeeps, mais celles-ci se renversaient sous le poids des réservoirs de carburant. Les Japonais ont créé le type 93 ultra léger, mais sa portée était à peine de 20 mètres. L'opérateur se retrouvait sous le feu ennemi avant même d'avoir pu utiliser l'arme. La véritable percée a eu lieu lorsque les ingénieurs ont compris l'essentiel. Un lance-flamme ne doit pas être seulement une arme, mais tout un système. En 1940, les Américains créèrent le M1, suivi du M2, sa version améliorée. Ce fut une révolution. Au lieu d'un système d'allumage à hydrogène capricieux, des cartouches de pyrotechnique fiables furent utilisées. Le lance-flamme fonctionnait par tous les temps, des jungles de Birmanie à l'hiver russe. 2 réservoirs de napalm et un réservoir d'azote comprimé pesaient 70 livres, ce qui était lourd, mais une seule personne pouvait transporter et utiliser l'arme seule. Les concepteurs soviétiques Kliuev et Sergeev ont adopté une approche différente. Leur ROX 2 était un chef-d'œuvre de camouflage. Les réservoirs de carburant étaient cachés sous un couvercle métallique imitant un sac à dos de soldats ordinaires. Et le canon du lance-flamme était déguisé en fusil Mosin Nagant. L'ennemi ne pouvait pas identifier le lance-flamme parmi l'infanterie tant qu'il n'avait pas ouvert le feu. Des cartouches de pistolet TT modifiées étaient utilisées pour l'allumage, une solution simple et ingénieuse. Mais la principale révolution concernait le carburant. Le chimiste américain Louis Feather de Harvard inventa le napalm. Cette essence condensée adhérait à toutes les surfaces et brûlait à 1000 degrés Celsius. Alors que l'essence ordinaire d'un lance-flamme se contentait d'arroser la cible d'une vague de feu, le napalm transformait une personne en torche vivante. Le jet de napalm rebondissait sur les murs et les plafonds du bunker, remplissant tout l'espace d'un océan de feu. Un soldat japonais caché dans un coin, à l'abri du jet direct, brûlait tout de même à cause des flammes réfléchies. Les Allemands améliorèrent leur Flammenwerfer 35 en créant un modèle plus léger, le 41, qui ne pesait que 40 livres contre 80 pour son prédécesseur. Les Britanniques allèrent encore plus loin en fabriquant le Hackpack avec un réservoir de carburant en forme de bouée de sauvetage. Lifebuoy, comme les soldats l'appelaient ironiquement, réalisant que cet appareil était plus susceptible de les envoyer au fond de l'eau que de les sauver. Le moment de vérité arriva simultanément dans les quartiers généraux de toutes les armées en guerre. Les généraux étudièrent les cartes sur lesquelles étaient indiquées les zones fortifiées de l'ennemi et se rendirent compte que sans lance-flammes, ces positions ne pouvaient être prises. Mais l'utilisation de lance-flammes signifiait envoyer consciemment leurs soldats à une mort certaine. Après le massacre sanglant de Tarawa, le général américain Orland Smith, commandant du corps des Marines dans le Pacifique, prononça une phrase qui décida du sort de milliers de personnes. « Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre 1 millier de Marines pour chaque bunker que nous capturons. Mieux vaut perdre un lance-flamme qu'un peloton d'infanterie. » À partir de ce moment, chaque bataillon de Marines disposait d'unités de lance-flammes, essentiellement des escouades suicides équipées de réservoirs de napalm sur le dos. Le commandement soviétique alla encore plus loin. L'ordre numéro 0879 d'octobre 1942 prescrivait la création de groupes d'assaut pour le combat urbain.
où le lance-flamme était un élément clé. Sans lui, le groupe ne pouvait être considéré comme prêt au combat. À Stalingrad, des lance-flammes ROKS-2 étaient attachés à chaque compagnie avançant dans les zones urbaines. Mais le plus effrayant était l'accord tacite de toutes les parties belligérantes de ne pas faire de prisonniers parmi les lance-flammes. Le commandement allemand ordonnait directement l'exécution des opérateurs de Flammenwerfer capturés. Les Japonais décapitaient les opérateurs de lance-flammes américains avec des sabres de samouraï. Les tireurs d'élite soviétiques recevaient une double récompense pour avoir tué des opérateurs de lance-flammes allemands. C'était une guerre sans règles au sein d'une guerre, où la simple présence d'un lance-flamme derrière vous signifiait une condamnation à mort. La première utilisation massive des lance-flammes de nouvelle génération eut lieu dans l'enfer de Stalingrad, en octobre 1942, alors que les combats faisaient rage dans chaque maison. Les groupes d'assaut Kwahadeoksar soviétiques équipés de lance-flammes ROKS-2 commencèrent à brûler méthodiquement les Allemands, bloc par bloc. La tactique typique était la suivante. Les sapeurs faisaient un trou dans le mur d'une maison. Le lance-flamme tirait un jet de napalm de 5 secondes dans la brèche. Puis le groupe d'assaut se précipitait dans la pièce en feu, achevant les défenseurs stupéfaits et aveuglés. Le soldat allemand Wilhelm Hoffmann écrivit dans son journal « Les Russes ont mis au point une tactique diabolique. Ils ne prennent plus d'assaut les maisons par les portes et les fenêtres. Ils enfoncent les murs et y mettent le feu. Nous suffoquons à cause de la fumée. Nos vêtements prennent feu et nous courons droit vers leurs balles. Ce n'est pas la guerre, c'est l'enfer. » En 1944, les lance-flammes faisaient partie intégrante de la machine de guerre. Un nouveau monstre fit son apparition en Normandie, le char britannique Churchill Crocodile. C'était une machine sortie tout droit d'un cauchemar. Un char ordinaire tirait une remorque blindée contenant 1800 litres de napalm. Le jet de feu atteignait une portée de 120 mètres. Les garnisons allemandes se rendaient à la simple vue du crocodile qui approchait. Il existe un cas documenté où un bataillon SS entier a déposé les armes après le premier tir démonstratif d'un char lance-flammes. Dans le Pacifique, les lance-flammes sont devenues l'arme principale dans la lutte pour chaque île. 485 lance-flammes ont débarqué à Iwo Jima, soit plus que l'ensemble de l'armée américaine au début de la guerre. Ils opéraient en groupe. 4 marines armés de mitrailleuses couvraient de l'opérateur du lance-flamme, tandis qu'il rampait jusqu'au bunker japonais à portée de tir. Herschel Williams se souvient. « Les Japonais ont crié lorsqu'ils m'ont vu avec un lance-flamme. Ils savaient ce qui allait se passer. Certains ont fui les bunkers, préférant mourir d'une balle plutôt que d'être brûlés vifs. À la fin de la guerre, la tactique d'utilisation des lance-flammes avait été perfectionnée. À Okinawa, les lance-flammes fonctionnaient en conjonction avec les chars. Les chars supprimaient les points de tir. En revanche, les lance-flammes brûlaient les grottes et les bunkers. Jusqu'à 1 tonne de napalm était utilisée en une seule journée de combat. La guerre s'est transformée en une brûlure méthodique de l'ennemi, mètre par mètre. Mais derrière cette efficacité se cachait un coût humain monstrueux. Les statistiques d'Iwo Jima sont devenues légendaires. L'espérance de vie moyenne d'un opérateur de lance-flammes au combat était de 4 minutes. Dans certaines unités, les pertes atteignaient 92%. Ce n'était pas une guerre, mais un véritable tapis roulant de la mort. Les souffrances physiques des opérateurs de lance-flammes commençaient avant même le combat.
Ils devaient porter 32 kg de mélange inflammable sur le dos, sous la chaleur tropicale ou le gel russe. L'odeur constante de l'essence leur donnait des vertiges et des nausées. Ils avaient conscience d'être des bombes ambulantes. N'importe quelle balle perdue pouvait transformer un lance-flamme en torche enflammée. Contrairement aux films hollywoodiens, les réservoirs explosaient rarement de manière spectaculaire. Le plus souvent, ils commençaient simplement à fuir, aspergeant le soldat de napalm enflammé. La mort était lente et douloureuse, mais la souffrance physique n'était rien comparée à la souffrance psychologique. Georges Pétot, ancien marine, a avoué « J'entends encore leurs cris, les Japonais, que j'ai brûlés à Saipan. Ils criaient si fort que je pouvais les entendre malgré le rugissement du lance-flamme. Certains se sont enfuis des bunkers, tels des torches vivantes, courant et hurlant. Nous les avons abattus pour mettre fin à leur souffrance. Cette pitié me hante plus que le fait de tuer lui-même. » Les opérateurs de lance-flammes sont devenus des parias, même parmi leurs propres camarades. Les soldats les évitaient, en partie par superstition, en partie à cause de l'odeur d'essence impossible à laver, et en partie par crainte d'être à proximité d'une cible ambulante. Le lance-flamme allemand Hans Steiner se souvient « Quand je suis entré dans la tranchée, mes camarades se sont tus. Ils me regardaient comme si j'étais mort. Et ils avaient des raisons. Sur les 12 lance-flammes de notre compagnie, seuls 2 ont survécu à la guerre. L'ennemi détestait les lance-flammes d'une haine pathologique. Le marine américain Ed Jones a vu les Japonais capturer un lance-flamme blessé. Ils ne l'ont pas tué tout de suite. Ils l'ont aspergé avec son propre lance-flamme et l'ont brûlé vif. Encore et encore. Nous l'avons entendu crier pendant 1 heure. Notre lieutenant a ordonné aux artilleurs de mortier de couvrir la zone pour mettre fin à ses souffrances. À partir de ce moment-là, nous avons essayé d'achever nous-mêmes les lance-flammes blessés afin qu'ils ne soient pas faits prisonniers. Le corps chimique de l'armée américaine a tenté de justifier l'utilisation des lance-flammes en publiant une série d'articles en 1944 sous le titre « The Merciful Killer », le tueur miséricordieux. Il y était affirmé que la mort par lance-flamme était instantanée et indolore, la victime mourant soi-disant de choc avant de ressentir la moindre douleur. C'était un mensonge, et tout le monde le savait. Les rapports médicaux indiquaient de manière impartiale que la mort était causée par une combinaison de brûlures au 3e degré, d'empoisonnement au monoxyde de carbone, de suffocation et de choc douloureux. Le processus pouvait prendre plusieurs minutes qui semblaient une éternité. Le paradoxe des lance-flammes de la Seconde Guerre mondiale est qu'ils étaient à la fois les armes de guerre les plus efficaces et les plus inutiles. Efficaces, car sans eux, Iwo Jima, Okinawa et des dizaines d'autres îles n'auraient pas été prises, ou leur capture aurait coûté des dizaines de milliers de victimes supplémentaires. Inutiles, car les lance-flammes n'ont remporté aucune bataille à eux seuls. Ils étaient un outil qui permettait à l'infanterie d'avancer au prix de la vie des opérateurs de lance-flammes. Après 1945, les lance-flammes classiques ont rapidement disparu du champ de bataille. La Corée et le Vietnam ont vu leur dernière salve. En 1978, le ministère américain de la Défense a officiellement retiré les lance-flammes du service. L'Union soviétique a remplacé les ROKS par des lance-flammes à roquettes RPO Schmel, essentiellement des roquettes jetables équipées d'ogives thermobariques. L'ère des hommes
portant des réservoirs de napalm sur le dos, étaient révolus. Mais l'héritage des lance-flammes perdure. Le protocole 3 de la Convention de Genève, adopté en 1980, a sévèrement restreint l'utilisation des armes incendiaires, conséquence directe des horreurs dont le monde a été témoin entre 1939 et 1945. Les munitions thermobariques modernes, les bombes à vide et les systèmes d'explosion volumétrique sont tous les descendants technologiques des lance-flammes primitifs de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les soldats n'ont plus besoin de ramper jusqu'aux bunkers ennemis avec un mélange inflammable sur le dos. Une roquette ou une bombe le fait à leur place. L'histoire a conservé les noms de quelques lance-flammes. Herschel Woody Williams a vécu jusqu'à 98 ans, devenant le dernier récipiendaire vivant de la médaille d'honneur pour Iwo Jima. Jusqu'à la fin de sa vie, il a répété « Je ne suis pas un héros. Les héros sont ceux qui ne sont pas revenus. J'ai juste fait mon travail et j'ai eu la chance de survivre. » En 2020, la marine américaine a donné son nom à un destroyer. Le navire est armé de missiles de croisière Tomahawk, des armes capables de détruire des cibles à des milliers de kilomètres. Son équipage n'aura jamais à regarder dans les yeux ceux qu'il tue. L'histoire des lance-flammes de la Seconde Guerre mondiale n'est pas une histoire de technologie. C'est une histoire sur les limites de l'endurance humaine. Elle raconte ce que les gens sont prêts à faire pour gagner et ce qu'ils sont prêts à infliger aux autres pour y parvenir. Elle raconte l'histoire de soldats qui, chaque matin, mettaient leur vie en jeu et partaient au combat en sachant qu'ils n'avaient pratiquement aucune chance de revenir. Les guerres modernes sont de plus en plus lointaines. Les drones sont contrôlés depuis un autre continent. Les cyberattaques paralysent les infrastructures d'un ennemi invisible. Les systèmes d'armes autonomes décident eux-mêmes qui tuer. Nous avons créé des armes qui nous permettent de tuer sans voir nos victimes, sans entendre leurs cris, sans sentir l'odeur de la chair brûlée. Mais cela a-t-il rendu la guerre plus humaine? Ou avons-nous simplement appris à ne pas regarder dans les yeux la mort que nous apportons? Au moins, les lance-flammes de la Seconde Guerre mondiale voyaient ceux qu'ils tuaient. Ils portaient la responsabilité personnelle de chaque jet de flamme qu'ils tiraient. Ils payaient de leur vie l'efficacité de leurs armes. Dans un monde où un algorithme peut décider qui tuer et qui épargner, l'histoire des hommes aux lance-flammes nous rappelle une vérité simple. Chaque arme a un prix. Et ce prix est toujours payé par des êtres humains. La question est de savoir si nous sommes prêts à nous souvenir de ce prix lorsque nous appuyons sur le bouton de lancement.